La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Alors pour cette dernière table ronde, nous allons prendre un peu de hauteur. Et je vais accueillir 6 investisseurs qui viennent de Bruxelles, de Montpellier, de Paris, de Londres et même quand même de Lille. Alors je vais commencer par accueillir sur scène à mes côtés Mathieu Tarnus, qui est le fondateur du groupe Positive et qui a créé 404 Ventures. Ensuite, Julien Codorniou, qui est associé général chez 20VC. Alors Julien, il a un parcours riche de Microsoft à Meta et il ne le sait pas, mais nous partageons une passion commune pour le journal Le Monde que je lis depuis l'enfance. Et je pensais que c'était le PSG. Eh ben non, le journal. Ensuite, Samantha Jérusalemi, qui est partenaire chez Elaya. Et donc Elaya, c'est l'un des premiers fonds français qui a parié sur le potentiel de croissance du big data et de l'IA. Puis Arnaud Laurent, qui est fondateur et général partner d'OVNI Capital. Et alors, c'est lui-même qui le dit, le sens de sa vie, c'est de financer des entrepreneurs. Donc, je suis ravie que tu sois là. Ensuite, Claire Munk. Claire, tu es bordelaise, mais bruxelloise d'adoption. Et depuis bientôt 13 ans, tu es CEO de B-Angels. Et B-Angels, c'est l'écosystème de business angel leader en Belgique. Et enfin, Louis Cozin. Donc lui, toi, tu accompagnes depuis 2018 des startups innovantes et tu es investisseur au sein de Nord France Amorçage, qui est un fonds géré par Xange. Donc merci à tous d'être là. Alors là, encore une fois, comme pour la première table ronde, gros enjeu de tenir les 45 minutes que nous avons devant nous et je sais que ça va être passionnant. Donc tout d'abord, Samantha, lors de nos échanges, tu as abordé l'organisation en silo dans la métropole lilloise, qui permet aux entreprises finalement de se spécialiser, de se différencier et de pouvoir aussi s'émanciper de leur territoire d'origine. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important dans tes choix d'investissement ? Alors, on m'entend ? Ouais. Je sais pas si j'ai parlé de ça en ces termes exacts, pour être complètement transparente. J'ai parlé du fait que effectivement les incubateurs, les accélérateurs au travers de la France, parce que la question qui m'était posée, c'est comment on choisit les boîtes et est-ce qu'une boîte qui vient de Lille ou d'ailleurs a notre préférence. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, le fait que ces incubateurs, ces accélérateurs soient silotés par thématique, par expertise, fait qu'on a plus tendance à se raccrocher à un certain nombre de choses. Et puis, comme vous l'avez dit, on investit sur un certain nombre de sujets avec des grosses thématiques chez nous depuis plus de 20 ans maintenant, avec un peu plus d'1 milliard sous gestion actuellement, sur des thématiques telles que la Gen AI, la cybersécurité, l'infra, et des thématiques plus applicatives autour de la santé, par exemple, etc. Donc effectivement, aller chercher des incubateurs, des accélérateurs et des hubs qui sont experts dans un certain nombre de domaines, c'est pour nous un gage de qualité, un premier filtre avant que nous-mêmes fassions notre propre filtre en tant qu'investisseurs. Ok. Voilà. Et pour toi, Louis, on avait parlé ensemble du fait qu'il y avait un peu deux types d'entreprises ici, en tout cas dans les startups. Celles qui pouvaient plutôt aller s'adosser à un groupe et puis celles qui allaient aller vers l'international. Pour toi, en quoi c'est important aussi d'assez rapidement savoir quelle est l'ambition d'une entreprise en région ? Ouais, chez nous, NFA, on accompagne que des sociétés de la région de France parce que NFA est un fonds de la région de France, comme tu le disais tout à l'heure, qui est géré par le groupe Syparex. Enfin, le groupe Syparex, c'est sa marque Xange. Et donc, dans les entreprises qu'on accompagne en région de France, on voit qu'on a un petit peu deux types avec des ambitions différentes. Celles qui, comme tu le disais, Charles, tout à l'heure, qui ont l'ambition de changer le monde et qui se dirigent tout de suite vers une trajectoire très internationale avec un potentiel assez important. Et d'autres qu'il ne faut pas négliger, mais qui ont une ambition peut-être un petit peu moins importante, mais qui font de très belles PME avec beaucoup d'emplois derrière, avec de la création de valeur sur le territoire.
Et donc, pour nous, c'est important d'essayer de comprendre quelle est la trajectoire qui va être prise par cette société, par ces sociétés, pour les aider au mieux à s'orienter, aider au mieux à choisir la façon dont investir dans ces sociétés-là, et puis leur bien faire comprendre que il n'y a pas qu'un seul chemin à suivre et qu'il y a plusieurs options qui peuvent être suivies. Et déjà, d'être une belle PME en région, c'est déjà une très belle histoire et qu'il y a beaucoup de fierté à avoir là-dedans. Et pour toi, Arnaud, tu nous disais aussi que tu avais un angle de vue aussi plus large et que l'ancrage local, finalement, ça comptait parfois moins que l'expertise, la qualité des équipes. C'est quelque chose que toi, tu regardes dans tes critères d'investissement? Ouais, c'est quelque chose que je regarde et surtout, je voudrais préciser que je suis attaché à cet ancrage local. Pour l'anecdote, j'ai fait 9 heures de train pour être face à vous parce que moi, je vis à Montpellier et mon train a eu 3h30 de retard. Et ça, c'est vraiment le quotidien des gens qui vivent en région par rapport aux entrepreneurs qui sont à Paris, à Londres ou à New York. Mais je suis très content d'être là pour la bonne raison aussi que sur les 60 millions que j'ai levés, en fait, je suis arrivé à lever 15 millions à Lille. Et en fait, ça, personne l'avait prédit. Mais en fait, il faut aller dans les territoires là où les autres acteurs ne vont pas. Et en fait, sur ta question de ancrage local ou pas local, on en a pas mal parlé avec Samantha. Moi, le dernier deal que j'ai fait en janvier avec mon équipe, c'est 3 mecs à Clermont-Ferrand. Tout le monde nous a pris pour des fous. Un an après, les mecs, ils ont levé 15 millions et il y en a un qui déménage à New York. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas là où vous vivez, c'est les efforts que vous êtes prêts à consentir, la dynamique que vous allez créer avec votre équipe. Et je suis désolé, pas du tout d'accord avec ce que tu as expliqué sur le côté team remote et freelance. Moi, j'ai construit une société de gestion avec 4 personnes, une à San Francisco, une à Berlin, une à Barcelone et une à Paris. Et en fait, pour les fonds, alors pour les startups, c'est autre chose. Je trouve que, en fait, cette capacité de se différencier via une équipe full remote et très internationale dès le départ est importante pour les entrepreneurs qu'on accompagne parce que très vite, ça va créer la même dynamique et la même ambition chez eux. Et quand ils ont envie de déménager à San Francisco ou à New York, ben on a le playbook parce que nous-mêmes, on a fait cet effort-là. Ok. Et Claire, pour toi, donc, qui est à Bruxelles, finalement, la métropole lilloise, c'est un petit peu comme une extension du deal flow. Comment toi, tu regardes aussi on va dire, cet écosystème local des startups ici? Oui, donc du coup, je suis un peu gênée parce que j'ai mis 37 minutes en train pour venir. C'est vraiment, c'est vraiment pas loin. Donc effectivement, donc moi, je gère à la fois un réseau de business angel et des fonds d'investissement, mais ça fait assez longtemps en fait qu'on collabore de manière assez naturelle avec la région lilloise. Alors aussi par facilité, comme ça a été dit, parce qu'il y a des écosystèmes qui sont bien marqués, qui sont bien délimités. Donc, on a des interlocuteurs très clairs, en fait, avec des bonnes structures d'accompagnement. C'est vrai qu'on est un assez gros réseau de business angel. On n'est pas vraiment un réseau de business angel, mais on a déployé 9 millions l'année passée. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres petits réseaux, les entrepreneurs ont tendance à venir nous voir, ce qui est bien, en complément souvent de structures locales. C'est vrai que la Belgique est aussi un accès vers le Benelux pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, ça peut être intéressant de compléter des tours de table en venant chercher de l'argent en Belgique. Après, voilà, c'est extrêmement proche. On a déjà eu pas mal de réflexions pour monter justement des réseaux d'investisseurs un petit peu sur l'Eurométropole parce qu'il y a un vrai besoin d'ancrage de territoire, en particulier pour l'amorçage et en ce qui concerne pas forcément les fonds d'investissement, mais pour les business angels. Et ça a été mentionné dans un dernier panel, le fait de pouvoir réinvestir dans son écosystème, c'est très important. Et donc voilà, c'est intéressant de créer des tissus plutôt de co-investissement avec des partenaires et des entrepreneurs voilà, qu'on peut rencontrer qui sont généralement de très bonne qualité, des équipes pluridisciplinaires aussi avec des très bonnes écoles d'ingénieurs, des très bonnes forces commerciales. Il faut juste pas oublier qu'effectivement la Belgique c'est un autre pays, c'est vraiment pas, ça fonctionne vraiment pas comme la France. Et donc c'est vrai que souvent voilà, on voit des projets, on dit toujours voilà, il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que vous venez chercher de l'argent en Belgique. Parce que nous, on va toujours se demander pourquoi vous l'avez pas trouvé dans la région auprès de vous, et surtout comment est-ce qu'on peut vous aider. Parce que si c'est en amorçage, à part du cash, qu'est-ce qu'on peut apporter quoi. Donc ça manque parfois. Super.
Pour toi, Mathieu, ton parcours, c'est vrai qu'il est hyper inspirant pour pas mal d'entrepreneurs ici. Et aujourd'hui, avec ce que tu fais avec 404 Ventures, tu parles aussi de révéler des potentiels, de faire grandir des entrepreneurs avec de l'ambition. Et alors, c'est un mot quand on a échangé en fait avec vous tous, qui est revenu beaucoup, c'est d'être ambitieux. Oui, c'est vrai. D'abord, moi, je me retrouvais beaucoup forcément dans la table ronde précédente parce que avant d'être investisseur, je suis entrepreneur depuis 25 ans. J'ai créé une entreprise ici à Lille et il n'y a pas plus sédentaire que moi. Je suis resté ici à M, donc en métropole lilloise. C'est 25 ans pour développer ma boîte qui maintenant est dans toute l'Europe et qui sert 45 000 clients en Europe. Pourquoi c'est important d'être ambitieux et je pense qu'on peut être ambitieux même ici de Lille parce que c'est important. En préparant cette conférence, je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire en tant qu'investisseur? C'est un petit peu, je suis un tout petit peu imposteur parce que je suis investisseur, je suis gros business angel, on va dire. Et on a créé 404 avec Julien, qui est pas très loin, je ne vois pas, mais très récemment. Nous, ce qu'on veut, c'est révéler des talents à la fois lillois et français. Et lillois, parce que ça me tient à cœur de rendre ce que j'ai vécu ces 25 dernières années. Je pense qu'il y a plein de potentiels entrepreneurs parmi nous. Je pense ici sont déjà avérés, mais d'autres qui ne le sont pas. C'est important pour ces écosystèmes, Euratechnologie et d'autres, de révéler ces talents parce que finalement, c'est un enjeu important. Le révéler des talents d'entrepreneurs, c'est à la fois créer de l'emploi, c'est contribuer à l'innovation, à la fois technologique, mais dans toutes les industries. C'est également développer le tissu local, bien sûr, en développant des business autour des entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur qui réussit, ça crée plein d'autres opportunités autour. Et surtout, ça inspire d'autres entrepreneurs. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est que je suis très content d'être ici pour aider d'autres entrepreneurs à créer leur entreprise. Je ne créerai sans doute pas d'autres entreprises. Je contribue à beaucoup de création d'entreprises. Mais moi, je pense que j'ai plus à cœur aujourd'hui à aider les gens à créer leur entreprise que créer des entreprises. Je pense à un collectif plus qu'une entreprise individuelle. Et après, sur la partie de l'ambition, je ne sais pas s'il y a un de vous qui veut aussi réagir là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose où, même on l'a entendu de la précédente table ronde, de dire c'est important d'être ambitieux, qu'on soit à Lille ou qu'on soit ailleurs, de toute façon. Peut-être je peux me permettre. Ça dépend pourquoi. Si vous voulez avoir un parcours classique qui va chercher de l'argent, qui va lever son précide, son site, sa série A, sa série B, etc. Oui, évidemment, il faut être ambitieux. Mais en fait, c'est inhérent à ce qu'un investisseur va demander aux boîtes dans lesquelles on investit. Quand on lève un fonds de 200, 250 millions, vous faites les maths, on va prendre une détention cible dans la boîte, on va mettre plusieurs millions dans la société. Globalement, des marchés en centaines de millions, ça nous intéresse plus parce qu'on sait que on va pas pouvoir récupérer notre argent et forcément avoir une ambition locale, ça ne suffit pas parce que encore une fois, on sait que la plus-value va être difficile à créer quand on investit en amont. Je dirais, quelle que soit pas quelle que soit la valo, mais quand on investit, on va investir dans un goodwill, parce que vraisemblablement, en précis, vous faites pas de chiffre d'affaires, etc. Donc, on va investir dans un potentiel. Donc, si effectivement vous voulez avoir ce genre de trajectoire, oui, évidemment, il faut une ambition qui dépasse les frontières locales pour aller chercher une profondeur de marché. On l'entendait juste avant, une profondeur de marché suffisante pour satisfaire effectivement les doléances d'une équation qui est la nôtre, c'est-à-dire investir dans une boîte, ne pas prendre la majorité, on est toujours minoritaire, valoriser la boîte en millions pour pouvoir la sortir à plusieurs dizaines, centaines, voire aller chercher des licornes en valorisation et surtout en exit, parce que c'est bien beau de valoir 1 milliard, mais le Graal, c'est quand même l'exit. Donc, je suis peut-être un peu différent, enfin, c'est peut-être un peu différent comme réponse, mais l'ambition pour l'ambition, ça va dépendre de la trajectoire. Et je vois, nous, notre métier, c'est de dire 99,9% non. C'est-à-dire, on reçoit à peu près 6 à 7 000 dossiers par an. On dit non tout le temps. On est toujours, moi, après 18 ans de métier, c'est toujours un peu délicat de dire non à un entrepreneur. C'est pas parce que l'idée est naze, c'est pas parce que l'équipe est pourrie, c'est parce que ça ne fit pas avec nos obligations à nous.
Voilà. Donc l'ambition pour l'ambition peut-être, mais surtout par rapport à une trajectoire que vous avez choisi d'emprunter avec des capitaux risqueurs, etc. Oui, il faut être ambitieux et réfléchir un peu au-delà des frontières locales. Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde d'aller chercher du venture capital money ou des business angels, etc. Je pense qu'une des conséquences de l'IA, et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est qu'on va avoir plein de boîtes de software avec 1 ou 2 ou 3 employés qui feront 3, 4, 5, 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui vendront des licences ou des services ou des applis partout dans le monde et qui resteront bootstrapped, sans VC, etc. Et il faut souhaiter ça aussi. Il faut un écosystème de boîtes de software avec des grosses boîtes, des gens qui lèvent des fonds et qui vont tout cramer et rien faire, mais aussi des petites boîtes, des petites PME qui sont profitables, rentables et qui n'ont pas besoin de capitaux risqueurs. On n'en a justement pas assez en France des boîtes comme ça. Et justement, Julien, toi qui es à la croisée entre la France, l'Angleterre, tu t'avais parlé de 3 règles d'investissement. Ça peut peut-être intéresser aussi ceux qui sont dans la salle, si tu veux nous en parler. C'est propre à ce qu'on fait chez 20VC. Nous, on est une boîte de médias qui a un podcast et on est un fonds de capital risque au-dessus. Et moi, je m'occupe du pré-seed, c'est-à-dire que j'investis dans des boîtes qui sont souvent pas encore créées et le plus tôt possible. Et nos critères d'investissement, il faut avoir la chance d'être au bon endroit, au bon moment, en face des bonnes personnes, déjà. Mais une fois qu'on arrive à l'être, on se demande, est-ce que c'est une super équipe? Est-ce que c'est des gens qui ont la rage? Est-ce qu'ils ont déjà fait des choses avant? Est-ce qu'ils ont une histoire commune? Est-ce qu'ils ont le niveau d'ambition qui va bien? Je prends l'exemple de l'ami Charles qui est là. Moi, j'avais rencontré Charles Scheur à Tech d'ailleurs il y a 15 ans, à l'époque de Paf le chien. Super jeu sur Facebook. Et puis quand j'ai su qu'il remontait un truc, comme je l'avais vu monter sa boîte, j'ai vu le grit, l'ambition, et si la fenêtre est fermée, il passe par la cheminée, etc. Faut pas trop se poser de questions. Donc il faut avoir la chance d'être en face de quelqu'un comme ça au tout début et de se dire est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'elles ont ce qu'il faut pour créer quelque chose qui en tout cas qui a du potentiel. Ensuite, on se demande s'ils sont en anglais directionally correct. Est-ce qu'ils vont à peu près au bon endroit? On peut pas savoir, c'est beaucoup trop tôt. À mon niveau d'investissement, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de marge, rien du tout. On se demande si c'est à peu près là où il faut aller. Et ensuite, on se demande, nous, si on peut les aider. Si on peut accélérer, si on peut les aider à embaucher, à recruter, à être connus, etc. On n'est pas un VC technique, on n'aide pas du tout sur l'IA, l'engineering, etc. Par contre, on essaie d'aider les boîtes en les mettant sur la carte, en les rendant un peu plus visibles que sans nous. Et donc, c'est un peu les 3 questions qu'on se pose. Est-ce que c'est la bonne équipe? Est-ce qu'ils sont directionally correct? Et est-ce qu'on peut les aider à accélérer la trajectoire? Ok, super. Et Claire, t'avais parlé en Belgique, on parlait de l'écosystème ici, en fait, dans le nord, autour de la technologie, avec la French Tech. Mais en Belgique, il y a Gand, où il se passe énormément de choses. Et qui a aussi un impact, en tout cas, sur les investissements et la direction des investissements en Belgique. Si tu peux nous en parler aussi. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on s'est vu la dernière fois d'ailleurs avec Julien à Gand. Mais donc, oui, je pense que Gand, c'est un tout petit écosystème, mais qui a une visibilité en fait assez gigantesque ces derniers temps. Il y a plein de fondamentaux qui sont très bons, c'est-à-dire les universités, le talent. Il y a aussi une très bonne, je dirais, visibilité de tout ce qui est activité dans tout ce qui est tech, aussi sciences de la vie. Donc voilà, il y a des bons fondamentaux. Il y a une bonne qualité de vie, il y a des très bons incubateurs, il y a des très bons accélérateurs. Donc, il y a IMEC, qui est de renommée de classe mondiale, qui avait commencé sur les semi-conducteurs et qui s'est un peu diversifié sur la tech. Il y a KBC Started, donc ça, c'est un incubateur adossé à une banque nationale qui vient de monter son propre fonds de 100 millions pour faire majoritairement du pré-seed. Donc, il y a un écosystème qui est là, qui s'est greffé au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a eu 2 choses qui ont vraiment changé la donne et qui sont assez récentes. La première, c'est que sur 8 licornes belges, puisqu'on en a eu une dernière la semaine passée, Kiroc, qui est basée à Bruxelles, mais il y en a 4 qui sont à Gand. Donc, par rapport à la taille de la ville, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et surtout, ce que ça a créé en fait un énorme engouement pour l'entrepreneuriat, la confiance que c'était possible de le faire, même dans une ville petite, malgré tout ce qu'il y avait, mais voilà, quand même petite. Donc, c'était possible de créer en fait des sociétés à des ambitions démesurées, internationales, avec des statuts de licorne, et surtout avec des gens, je dirais, des fondateurs jusqu'à plusieurs niveaux d'employés qui ont reçu des stock options ou qui sont sortis ou qui ont fait des sorties partielles. Ça a créé énormément de cash pour beaucoup de monde autour de Gand. Et là, ça a créé vraiment, en fait, toute une série de nouveaux business angels, de micro-fonds. Et en fait, ça a permis de compléter cet écosystème parce
que ce qui manquait, c'était un peu l'investissement systématique. Alors, il y a de l'investissement quasi systématique institutionnel en Flandre à travers un outil de public qui s'appelle PMV. Mais là, ça a juste permis, en fait, d'agréger énormément de gens qui sortaient de la tech, qui venaient de faire du cash dans la tech, qui avaient énormément de réseaux aussi à l'international et qui avaient qu'une envie, c'était de redonner à leur écosystème, d'en être fiers, d'en parler. Et ça, je reviens à l'ambition, c'est vraiment de se marketer comme on est entrepreneur, on est fier de l'être, on est business angel, on est fier de l'être, on est VC, on est fier de l'être, et d'abord Gand et puis le reste, mais en collaboration avec l'écosystème. Donc c'est assez spectaculaire et je crois que tout le monde en parle. Et pardon, et le deuxième truc, c'est qu'il y a un lieu aussi qui s'est créé, qui s'appelle le Winter Circus. Donc je crois que les lieux emblématiques sont très importants. À Gand, ça a vraiment fait une différence. C'est un ancien garage, mais ils ont fait une rénovation absolument superbe. De nouveau, les entrepreneurs de la tech à Gand ont facilité ça. Et c'est un lieu où tout le monde se retrouve pour prendre son café, pour faire des office hours, pour parler avec des VC internationaux, locaux. Et donc, voilà, ça, c'est quand même deux choses qui ont fait que, voilà, Gand est sur la carte du monde. Ça l'était déjà pour IMEC, mais ça a changé les choses. Par rapport à ce que tu dis, moi, ce que je trouve, on parlait d'ambition, mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des sources d'inspiration. Et je vais faire une confidence à mes 3 collègues de gauche, et même à Charles du Fourgon. En fait, si en tant qu'entrepreneur, on n'a pas des gens qui ont cette ambition, qui deviennent pour nous des sources d'inspiration, ben, on peut pas construire. Moi, si je rencontre pas un Mathieu Tarnus il y a 5 ou 6 ans qui fait des tickets de business angel, ben peut-être que je deviens pas VC. Si j'écoute pas Harry Stebbing, ben peut-être que je lance pas mon podcast avec Mathieu Stéphanie. Si je croise pas Sam Monta et Xavier il y a 12 ans au Web Summit organisé par Loïc Lemer avec Tay Chris, qui est mon premier ticket de business angel, en fait, je construis pas ce fonds-là. Et donc, c'est pour ça que ces événements sont importants. C'est parce qu'en fait, ça élève le niveau collectif, l'ambition collective, et il y a des gens avant vous qui vous montrent que c'est possible. Et je vous dois ça, moi. Juste sur Gand, vous avez aussi un avantage en Belgique, c'est que déjà tout le monde parle super bien anglais. Et en plus, le marché local est trop petit. Donc moi, je vois beaucoup de boîtes de software à Gand. J'ai investi dans TechWolf, dans une autre ensemble, je crois, Claire. Mais l'entrepreneur moyen de Gand, en général, ses équipes techniques viennent de l'université de Gand, qui est au top du top de l'IA. Ils ont les référentiels locaux, les rôles modèles, etc., qui ont souvent financé en tant que business angel, etc. Mais ils développent le produit à Gand, mais ils le vendent tout de suite aux États-Unis. Et en France, nous, des fois, on a un peu tendance à rester trop longtemps en France. On veut être numéro 1 en France, on veut être dans le French Tech 40, le French Tech 120, on veut être sur la photo avec Macron. Et au final, les Belges, ils s'en foutent de ça. Mais c'est super pour vous. Mais il faut s'inspirer de ça et se dire, un peu comme les Israéliens, on développe localement, mais on le vend partout. Peut-être 2 points rapidement, mais sur le fait qu'effectivement, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir de l'inspiration. Donc, au Winter Circus, justement, on organisait un événement qui s'appelle Ambition is Mandatory. Et ça, c'était l'écho et de Tate. Donc, parce qu'en fait, en Belgique, alors oui, tout le monde parle anglais, mais ça reste 3 régions avec des spécificités et des co-investisseurs locaux. Donc, il y a aussi quelques complexités. Là, c'était assez exceptionnel. C'est le journal francophone et le journal flamand qui ont organisé un événement pour élever les ambitions des entrepreneurs. Parce que je pense que le premier succès, c'est déjà d'entreprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Sans compter que le VC, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais c'est aussi parce qu'une fois que tout le monde a levé et qu'on se retrouve sans entrepreneur dans une salle, ben, ça, on s'inspire les uns les autres, etc. Ça, c'est important. Et juste, excuse-moi, je voulais mentionner, quand tu parles que tout le monde parle anglais, ça, c'est vrai que c'est un souci qu'on peut avoir avec certains dossiers. Quand on parle ambition internationale et que le CEO, il n'arrive pas à s'exprimer en anglais, ben, c'est un problème parce que nous, on est habitué à ce que tout le monde soit extrêmement polyglotte, quoi. Mais dans la salle, si on fait un sondage à main levée, qui est capable de faire 1 heure en anglais face à des VC comme Julien ou Harry Stebbing, ou de négocier des contrats en anglais? Qui est vraiment 100% fluent? Bon, vous êtes au-dessus de la moyenne, hein, mais... Et justement, Arnaud, toi, parce que tu as aussi un regard à la fois depuis Montpellier, mais aussi depuis Paris, sur quels sont selon toi un peu les enjeux actuels en matière d'investissement, en tout cas de toi, ce que tu peux voir du côté d'OVNI Capital? Sur les enjeux des fonds, en fait, c'est très simple. Je pense que il y a 10-15 ans, ce qu'on évoque, il n'y avait pas du tout de compétition. Aujourd'hui, en fait, les fonds ont énormément grandi
Et donc, je vais pas vous faire pleurer, hein. Le but, c'est pas de vous dire, c'est très difficile d'être un VC aujourd'hui. On a des business models très longs, des contrats sur 10 ans. Je veux dire, on est dans une position qui est plutôt confortable par rapport aux entrepreneurs qu'on finance. Mais il y a énormément de compétition et en fait, il faut trouver de quoi se différencier vis-à-vis des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs moyens et les repeat entrepreneurs, ils ont énormément mûri et ils sont beaucoup, beaucoup plus exigeants. Ça veut dire quoi au niveau d'un fonds comme OVNI Capital, mais c'est pareil pour mes collègues. En fait, ça veut dire qu'en 10 jours, vous devez être capable, voire des fois plus, d'exécuter un deal entre premier rendez-vous, peut-être 2-3 points de contact avec l'équipe, une dizaine de ref call experts. Et en fait, à la fin d'une semaine, il y a déjà 5 term sheets sur la table avec des fonds qui prennent tout le tour. Je veux dire, moi, j'ai vu un dossier robotique jeudi dernier, pas ce jeudi, mais le précédent. Et en fait, il y a déjà 3-4 term sheets sur la table. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'écosystème a vraiment beaucoup grandi. Et en fait, la qualité des entrepreneurs, ceux qui sont capables de faire des boîtes en centaines de millions, voire de milliards, sont rares. Et donc, il y a cette compétition un peu exacerbée dans laquelle il faut arriver à garder la tête froide. Moi, je trouve qu'on fait un petit peu peur à l'audience. Parce que pour moi, il y a 2 catégories de VC. Effectivement, il y a des VC qui lèvent un certain nombre d'argent et qui doivent donc déployer et qui ne pourront pas faire 100 boîtes et qui, du coup, cherchent la future licorne, mais il y a aussi plein de boîtes à créer et qui vont faire, comme Julien le disait tout à l'heure, 10-20 millions et qui feront un très beau exit pour un fonds, un fonds VC qui serait de taille plus petite, beaucoup plus près des entrepreneurs, avec une capacité à les accompagner de près et de pouvoir aussi les réaiguiller si ça ne va pas. Je pense que les gros fonds aujourd'hui qui ont plus de 50 millions à gérer ne pourront pas réaiguiller les entrepreneurs, sont prêts à les perdre. C'est des lignes. Donc on les raye en se disant que j'espère qu'il y en aura 2 ou 3 qui paieront le fonds. Moi, dans ma vie de business angel et maintenant avec 404 Ventures, on a fait finalement très très peu de pertes. On a fait, je pense, les mêmes performances à notre petite échelle. On a investi quelques millions. J'ai dû déployer peut-être 4 millions depuis que j'investis. Mais j'ai pas perdu l'argent et j'en ai gagné. Et je pense que les performances de fonds sont similaires à notre échelle, bien sûr, au fond, à ce que vous cherchez en termes de performance. Le problème, c'est effectivement des boîtes qui sortiront à plus de 100 millions en France et ailleurs. Il y en a peu, il y en a très peu. Mais il y en a plein qui sortent à 10, 20, 30 millions, dans lesquels on investit 100 000 euros et sur lesquels on peut faire un x10, x15. J'ai déjà fait. Et donc voilà, c'est juste pour dire que n'ayez pas peur si vous entreprenez. La vie n'est pas faite que de boîtes qui vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires et qui sortiront à 10 milliards. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très influencé par ça. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi sur des tailles beaucoup plus modestes. Tout en étant international, bien sûr. Le but n'étant pas rester lillois ou stricto français. Et là-dessus, je pense qu'on peut saluer, j'ai quelques confrères dans la salle, des fonds régionaux et quelques business angels qui sont capables justement d'accompagner ces boîtes sur des tickets plus inférieurs. Et en région, en tout cas, on a, pour ceux qui ont besoin de lever, on a vraiment un écosystème qui est hyper riche. Donc voilà, je salue mes petits confrères dans la salle. Et Samantha, toi, tu avais parlé du fait d'avoir des entrepreneurs qui ont la capacité de créer du FOMO auprès des fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, ça revient un petit peu, alors pas qu'à l'anglais, mais encore une fois, je pense que nous tous réunis, on reçoit de plus en plus de dossiers. Moi, quand je commence il y a 18 ans, j'étais la seule analyste d'un fonds de 3 personnes et demie. J'étais le demi et on reçoit entre 800 et 1200 dossiers, qui est déjà à l'époque assez colossal. Donc, je travaillais les deals un par un pour savoir qui fallait rencontrer, qui fallait pas rencontrer, etc. Aujourd'hui, on en reçoit, ce que j'ai dit, entre 6500 et 7500 par an. Et en fait, forcément, encore une fois, notre boulot, c'est de dire non. Le plus gros du temps, et il faut bien qu'on définisse les différences d'un dossier à un autre. Alors évidemment, on va tous regarder la même chose. Est-ce que l'équipe est complémentaire? Est-ce que la profondeur de marché est là? Est-ce que la tech, dans notre cas, puisqu'on a investisseur dans la tech et surtout dans la deep tech, est-ce que la tech est là? Donc on a besoin d'avoir un breakthrough technologique à l'entrée quand on investit, que ça soit très très early stage ou plus late stage. On va regarder la vélocité de l'équipe, si jamais ils ont déjà un petit peu exécuté, s'ils sont commercial ready, etc. Donc on va regarder plein de choses. Je pense qu'on regarde à peu près tous unanimement la même chose. Et après, il faut faire la diff, quoi.
Soit on est investisseur à thèse, donc nous c'est ce qu'on est, puisqu'on n'est pas des investisseurs agnostiques, on investit dans un certain nombre de sujets, mais pas tous. Et donc on a une thèse, on va drill down sur des sujets en particulier. Moi, mon dada, c'est la santé, donc j'ai mes thèses, j'ai mon pipeline, je sais à peu près où je veux aller, dans quel space dans la santé aller, etc. Soit on l'est pas, on est agnostique, et donc on va regarder un peu tout. Et donc ce FOMO, c'est pas tant créer du bullshit pour créer du bullshit, mais forcément, quand on arrive à créer, à séduire et à créer cette envie de vous accompagner, et ben vraisemblablement ça va nous faire passer un signal faible, mais qui est assez fort on a envie de s'embarquer avec la personne, parce que vraisemblablement s'ils arrivent à nous embarquer dans une histoire, dans leur histoire, sachant qu'au début il y a souvent rien à part une histoire, des gens et une volonté, une ambition. Et ben vraisemblablement ils vont pouvoir convaincre leurs premiers clients, ils vont pouvoir convaincre nos pairs sur la série ultérieure, ils vont pouvoir convaincre des personnes à venir rejoindre la société, etc. Et donc c'est pas tant le FOMO, c'est-à-dire créer un peu cette aura autour de la boîte pour faire monter le cocotier sur la valo, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement dense et les deals partent très très vite. Tous ne vont pas sortir en licorne, hein, mais on ne veut pas sortir tout court. Mais effectivement, il y a ce phénomène-là autour de la Gen AI, parce que là où avant, les boîtes mettaient 2, 3, 10 ans avant de faire un premier chiffre d'affaires, aujourd'hui, on voit des boîtes tous les jours qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en 9, 12, 18 mois. Et ça, c'est extrêmement différenciant par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, pas créer le FOMO pour juste créer le FOMO et faire monter la sauce d'un point de vue valorisation, parce qu'à un moment, c'est plus créer cette envie et arriver à séduire. Parce qu'on se dit que ce signal faible de cette capacité à séduire un investisseur, va pouvoir se relayer auprès des autres stakeholders, à savoir les clients, les premiers recrutements, etc., etc. Donc pas le FOMO pour le FOMO, mais voilà, cette envie de vous accompagner et de vous embarquer dans l'histoire. Et il y en a qui savent très bien faire ça. C'est des storytellers. Alors évidemment, on va creuser, on n'est pas complètement idiots. On n'est pas juste des moutons qui suivons comme ça. Voilà, on va creuser. Il y a des due deals, on va appeler des clients, on va s'assurer qu'on va dans le bon sens. Mais effectivement, c'est tout un art de séduire et d'avoir cette capacité à embarquer les gens. Et donc, j'invite effectivement les entrepreneurs à s'exercer. Nous, on fait des dry runs sur toutes nos boîtes quand elles partent en levée, pour s'assurer qu'elles sont prêtes, parce que quand elles vont se retrouver en face d'un fonds qui fait de la série B, C, D, et ben forcément, les questions elles vont être un peu plus touchy, un peu plus complexes. On va s'assurer qu'ils savent répondre à tout, etc. Et parce que notre métier, c'est de déceler des signaux faibles. Et ça, c'est un signal faible très très fort qui fait qu'il y en a qui arrivent à lever et pas d'autres. Après, est-ce qu'ils réussissent? Est-ce que c'est un succès derrière? C'est encore autre chose. Mais en tout cas, ils ont quand même commencé à réunir un certain nombre de choses et d'ingrédients pour que derrière cette prophétie autorisatrice se crée. Voilà. Je sais pas si d'autres veulent réagir sur ce sujet-là. Juste dans ce cadre, dans ce modèle-là, le modèle absolu est Steve Jobs. Et c'est le GOAT, il n'y en aura plus, ou Marc Benioff, il faut avoir ce genre ou Sheryl Sandberg chez Facebook, mais il faut avoir ce genre d'exemple en tête. Mais ça, c'est à l'américaine, à l'extrême. Mais c'est vrai qu'on les voit, on se dit, j'ai pas trop compris ce qu'ils font, mais je veux faire partie du truc, quoi. C'est une des grandes forces de l'écosystème américain, cette force du narratif, du marketing. Je vous donne un exemple. On est allé à San Francisco en équipe à la fin de notre roadshow, 60 millions, on est partis tous les 4. On est resté une semaine là-bas. Mon associé qui avait pas du tout prévu de déménager là-bas m'appelle une semaine après, il me dit je pars à San Francisco. Ça y est, c'est décidé, en janvier je vais à San Francisco, je crée le bureau là-bas. Et en fait, c'est la puissance de une semaine de Deep Tech Week où on a vu les mêmes boîtes équivalentes de ce qu'on avait backé nous en Europe à San Francisco, avoir levé 10 fois plus d'argent, etc. Et c'est devenu une évidence pour nous, la puissance de ce marketing-là de la Silicon Valley. On s'est dit, on ne peut pas ne pas y être et aller mettre un drapeau là-bas, parce que tous les exits supérieurs à 300 millions, ils incluent souvent des acquéreurs US. Tous les tours à plus de 50, 100, 200 millions, il y a forcément souvent des VC US.
Et donc, le métier d'un investisseur, parce que les gens prennent les VC de temps en temps, et c'est une erreur, les entrepreneurs, pour des philanthropes. Évidemment que le sens de ma vie, c'est de financer des entrepreneurs. Mais c'est de faire gagner de l'argent à 200 LP qui m'ont confié ce fonds de 60 millions et à qui je dois rendre 150, 200, 300 millions. Et donc, pour faire ça, il faut financer des bons entrepreneurs qui sont capables de monter des boîtes comme Mathieu, comme Charles, qui vont être des succès internationaux et qui vont être capables, à un moment donné, de les vendre. Et souvent, ça passe par l'international et par les US. Pour revenir aussi sur le local, Louis, pour toi, il y a aussi le fait de pouvoir guider les entrepreneurs qui est très important dans l'accompagnement que peut avoir Nord France Amorçage. Est-ce que tu peux nous dire aussi concrètement comment ça se matérialise? Ouais, mais on parlait beaucoup d'ambition et c'est vrai que nous, on a mis un petit programme d'accompagnement pour quelques boîtes du portefeuille qui se posent des questions sur lever des fonds, mais lever des fonds avec des VC européens, sur aller plus loin. Et donc NFA est géré par Xange et donc nous à Lille, on est 100% dédiés sur NFA, mais on s'appuie aussi sur une équipe qui est à Paris et à Berlin. Et un petit peu ailleurs aussi en Europe. Et ce qu'on propose à ces entrepreneurs, c'est de pouvoir les confronter un peu leur stratégie, leur réflexion, d'aller se tester aussi face à des investisseurs européens qui seront forcément bienveillants puisque c'est de la maison. Et puis de revenir de ces quelques expériences en se disant c'est le chemin que je veux suivre, ou je suis pas prêt pour aller me confronter à ces VC européens. Et donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on a 5-6 boîtes qui ont bénéficié de ça. Une dans laquelle Xange a investi d'ailleurs. Et sur ces 5-6 boîtes, il y en a 2 qui se sont dit non, c'est pas notre chemin. Et d'autres pour lesquels c'est en cours, qui sont vraiment qui se sont confortés dans cette idée d'aller chercher la croissance et justement qui se sont préparés aussi à devenir plus international, à réfléchir pas écosystème local, mais vraiment beaucoup plus large. Ok. Et pour toi, Julien, est-ce que quand tu vois cet écosystème, en tout cas on va dire dans les Hauts-de-France, lillois, est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu parlais des softwares, pour toi, est-ce que c'est quelque chose aussi qui manque à l'heure actuelle dans l'écosystème quand tu le regardes? Ouais, j'étais surpris parce que j'habite à Marc depuis 3 ans. J'étais surpris en arrivant de voir qu'il n'y a pas plus de startups software. Il y a beaucoup de startups dans les marketplaces, dans le retail, dans les retail tech. Il y a évidemment Exotech, dans un secteur très différent, qui est un super champion local qui fait que démarrer. Mais j'étais surpris de voir le faible nombre de boîtes de software. Il y a la scale-up de Mathieu, il en finance pas mal, mais par rapport à d'autres écosystèmes, en particulier en Belgique, j'étais surpris de ne pas en voir plus en fait. Et je pense que c'était pas une spécificité locale et il faut que, à mon avis, les gens s'inspirent de ce que des gens comme Mathieu ont fait, ce que des gens comme Exotech ont fait, et le rôle de Ratechnologie est hyper important là-dedans, justement pour raconter ces histoires et proposer différents chemins. Mais c'était une surprise en arrivant. Et pour toi, Mathieu, est-ce que ce qui est important aussi, c'est que le management en fait des équipes dans les startups dans lesquelles tu as investi arrive aussi à prendre de la hauteur, à s'intéresser aussi au sujet de finance, à des sujets des fois aussi concrets. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est essentiel quand tu as envie de les accompagner aussi? Oui, bien sûr, c'était mon parcours aussi. Moi, je suis un peu atypique parce que j'ai pas eu de fonds à mon capital. J'ai tout fait bootstrap et ça a duré 25 ans et je suis toujours là. Donc, j'ai pas le parcours d'une startup dans le software qui doit faire vite 10, 15, 20 millions. Mon premier million, je l'ai fait en 5 ans. Donc, je pense que je serais pas passé à la barrière des investisseurs VC. Mais je regrette pas parce que pendant longtemps, j'ai été très frustré de ça. Après 25 ans, on fait 70 millions de chiffre d'affaires et on continue de grandir toujours plus vite. Et je regrette pas ce parcours. Mais pour revenir à la question, c'est très important, la finance, parce que moi, j'ai changé 10 fois de métier dans mon entreprise. Au départ, je faisais tout. Et progressivement, je me suis occupé de manager des managers pour en arriver à un rôle beaucoup plus financier. Alors, je n'avais pas forcément fait d'études de finance. Et oui, c'est important pour tout entrepreneur qui grandit, avec son entreprise qui grandit. On fait des choses de plus en plus liées à la finance. Il faut s'intéresser à ça. Alors, d'autant plus quand, bien sûr, on lève des fonds, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont déconnectés complètement de cette sphère-là, et ça peut les isoler de temps en temps. Donc, c'est intéressant de vraiment s'intéresser à la fois à la finance bas niveau, je veux dire, le fonctionnement d'une entreprise, mais également à tous les rouages du financement, parce que ça peut les aider. Excellent. Ça peut leur aider.
Et c'est important aussi on parlait des managers, pas forcément que le dirigeant, mais les managers. Nous, très tôt, on a permis aux collaborateurs d'être actionnaires, et j'ai fait beaucoup de pédagogie sur le principe du financement d'une entreprise. C'est très important si on veut pas être complètement largué en tant que dirigeant dans sa stratégie financière de développement de la boîte par rapport à des employés ou des managers qui ne comprennent pas la stratégie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur cet aspect d'intérêt, en tout cas de s'intéresser sur la partie financière, notamment quand on est dirigeant et qu'on veut lever des fonds, quoi, c'est quand même essentiel. Oui, non, peut-être juste rebondir. C'est vrai que parfois, ce qu'on voit, mais ça c'est souvent au tout début, c'est effectivement, comme disait Mathieu, c'est un peu un désintérêt parfois de certains profils pour l'aspect financier, ou encore pire, une délégation en fait à des tiers. Et ça, je crois que c'est vraiment à pas faire. C'est-à-dire que surtout quand on intervient nous très tôt au capital, il faut que l'entrepreneur comprenne en fait les hypothèses, les paramètres, le business plan et voilà le sous-jacent en fait du potentiel de croissance. Et donc je dirais que quand on voit des fondateurs, même très brillants, mais qui délèguent ça aux comptables ou autres, c'est vraiment, c'est des erreurs de débutants. Et je pense qu'après, effectivement, comme tu dis, ce qui est important, c'est d'embarquer tout le monde dans un projet d'entreprise et de croissance, donc y compris, faire pas mal de pédagogie sur comment fonctionnent les levées de fonds, quelles sont les attentes des investisseurs, parce que quand on fait rentrer du capital, la temporalité change, les KPI changent, il y a du reporting à faire, les dynamiques changent. Et donc, en fait, si on n'arrive pas à bien expliquer ça, ça peut créer des soucis. Et puis, alors, il y a les aspects, effectivement, d'actionnariat salarié, les stock options, etc. En Belgique, c'est aussi très important de l'expliquer parce qu'il y a une fiscalité à l'entrée à payer. Donc, là aussi, il faut bien l'expliquer. Ça, c'est différent dans tous les pays européens, mais de nouveau, il faut pouvoir expliquer dans quel bateau tout le monde est embarqué. Puis aujourd'hui, on n'a plus d'excuses en tant que gérant. Moi, typiquement, la finance, c'était pas mon fort. Je me suis associé avec un banquier qui avait passé 20 ans à New York et qui avait bossé en hedge fund pour grandir. Mais il y a 10-15 ans, on n'avait pas les outils qu'on a dans la poche. Mais aujourd'hui, le soir, entre midi et 2, à tout moment, on peut se former sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est la chance de tous les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. C'est que dans votre poche, vous avez quelqu'un qui sait lire un bilan, vous n'avez pas besoin d'appeler votre comptable, vous avez quelqu'un qui peut vous coder une landing page, vous avez quelqu'un qui peut vous programmer vos posts LinkedIn sur 3 mois et vous avez juste à retoucher. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, l'entrepreneur est quand même super puissant et sachant. Il y a 10-15 ans, fallait décrypter, fallait savoir entreprendre, c'était beaucoup plus dur. Puis tout ça est documenté aussi maintenant. Il y a les podcasts en français, en anglais, il y a les bouquins, il y a les posts LinkedIn à rallonge. Nous, on voit beaucoup de fondateurs en Europe de l'Est à travers une initiative qui s'appelle Project Europe, où on finance des gens qui ont moins de 25 ans. On voit des gars ou des nanas de 18-19 ans en Europe de l'Est qui montent des boîtes de software, et on a l'impression qu'ils ont vécu dans la Silicon Valley toute leur vie. Parce qu'ils se sont nourris de toute cette littérature et tous ces podcasts qu'il y a maintenant en ligne pour écouter les meilleurs raconter leur vie et comment ça marche. Et on arrive sur la fin de cette table ronde. Si vous aviez un conseil ou un mot à retenir pour des entrepreneurs qui sont dans une phase d'accélération, qui vont lever des fonds, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Ouais, vous pouvez vous préparer. Il y a Xange a publié 3 books en fonction de votre maturité, que ce soit Seed, Série A et Série B, qui sont en anglais. Vous pouvez les télécharger sur le site, et je pense que pas mal de secrets des investisseurs pas mal de choses des investisseurs sont partagées dans ces books pour préparer au mieux sa levée. Et il faut l'anticiper, ça se prépare pas 3-4 mois avant, mais ça se prépare dès la création. Et donc allez-y, téléchargez-les, c'est gratuit, c'est pour vous. Ouais. Faut pas sous-estimer l'importance de la cap table. Et il faut savoir drafter soi-même sa cap table de rêve. Qu'est-ce qu'on veut rajouter ? Quel est l'ADN qu'on n'a pas en interne qu'on va amener via la cap table ? C'est pour ça que les fonds d'opérateurs sont hyper importants, parce que vous avez $1 mais aussi de l'expertise. Donc passez du temps pour essayer de drafter sa cap table de rêve. Alors c'est pas forcément la cap table qu'on aura, mais c'est hyper important et je trouve qu'on le fait pas assez en Europe. Ouais, peut-être pour rebondir sur ce que dit Julien. Souvent, les entrepreneurs sont surpris quand je leur dis faites des rêves sur nous, parce que nos entrepreneurs sont notre plus belle vitrine, je pense. Et en plus, historiquement, on n'a pas été
les meilleurs en marketing. Donc, faites des rêves sur les investisseurs qui vont vous rejoindre. Comme nous, on va vous charcuter dans tous les sens, faire des due diligence, appeler vos clients, etc. Il n'y a pas de raison que vous le fassiez pas. Et souvent, les entrepreneurs n'osent pas. Effectivement, c'est très français, je pense. Je sais pas si c'est très européen, mais c'est très français en tout cas. Donc, n'hésitez pas à nous benchmarker. Moi, c'est vrai que souvent, comme on est dans la course un peu à toutes les belles boîtes et que c'est très compétitif en ce moment, souvent j'ai des entrepreneurs qui ne viennent pas de France, souvent d'Allemagne ou des Nordiques, qui avant même d'ouvrir une data room vous disent comment vous pouvez m'aider en bizdev? Est-ce que vous connaissez un tel? Faites-moi des refs, faites-moi des intros, etc. Avant même d'ouvrir une data room pour la levée de fonds. Je sais même pas combien il a levé. Limite, je ne sais pas ce que fait la boîte. Que déjà, il m'a demandé 4 intros auprès de grands comptes parce que ils veulent challenger le fait que vous puissiez effectivement les aider. Peut-être qu'il faut pas en arriver jusque-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à benchmarker sur le marché, à faire des refs et à appeler les entrepreneurs qui sont passés par nous, voilà. Et moi, j'ai peut-être juste réappuyer sur deux mots qu'on a dit, donc être ambitieux et viser tout de suite l'international. Pour mon anecdote, c'est que j'ai pas été assez vite à l'international. On a démarré en 2001, donc le marché s'était un peu refermé, il n'y avait pas de financement et on pensait pas tout de suite global. La France, c'est parce que c'est un marché profond et donc du coup forcément on a déjà tellement à faire en France qu'on n'imagine pas tout de suite notre société globale. C'est ce qui fait que des pays comme la Belgique ou l'Estonie aussi pensent immédiatement worldwide. Donc soyez ambitieux, même si c'est tôt et que vous pensez qu'il y a déjà beaucoup à faire sur votre territoire, pensez très vite à l'international. Moi, je dirais que la levée de fonds, c'est pas un sport obligatoire en fait. Donc si on le fait, je pense qu'il faut le préparer, il faut le faire bien, il faut savoir à quel type d'investisseurs on s'adresse, à quel moment et quelles sont leurs attentes, quelle sont la taille des fonds, dans quelle verticale ils investissent, est-ce qu'ils sont en fin de période d'investissement, en début. Toutes ces informations sont disponibles en plus de la théorie sur l'investissement. Et la deuxième chose, c'est que quand même, je pense que la meilleure façon d'avoir des revenus, c'est quand même d'avoir des clients. Et on l'a dit, dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, il y a moyen d'aller sur le marché, de commencer à générer des revenus, à montrer qu'il y a de l'attraction. Et on est dans un moment de marché aussi où les investisseurs attendent de l'attraction, un petit peu de revenus, voire pas mal de revenus, parce que vous devez y arriver avant de dire voilà, on commence et puis on va lever des fonds. Je pense que c'est pas forcément le bon réflexe. C'est bon. Non, mais juste lancez-vous, rêvez grand, soyez passionnés. Et en fait, l'entrepreneuriat, on gagne pas à tous les coups. Et typiquement, nous, les VC, sur un fonds où on fait 30 ou 40 participations, il y en a 25 qui se plantent. C'est pas grave. Non, quand même. On peut refinancer la boîte d'après. Et ça fait partie aussi de notre modèle en tant que VC de financer l'échec et de le soutenir et d'être là même dans les moments où c'est difficile. Super, merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à toutes les personnes qui sont venues cet après-midi pour partager à la fois leurs expériences, leurs histoires. Ça continue, la soirée continue au Gong et moi je vous remets le QR code si vous n'avez pas eu le temps de le scanner pour que vous puissiez candidater à The Square. Et merci à tous pour votre présence cet après-midi.